On est à Ixelles, à la gare d'Etterbeek. Là encore, peut-être une petite absurdité bruxelloise, mais ce n'est pas notre thème du jour. La gare d'Etterbeek a obtenu son permis d'urbanisme pour un réaménagement global, pour en faire un pôle multimodal, une sorte de gare du futur reliée au transport en commun et puis aussi mieux reliée à son quartier. Alors, c'est peut-être une politique de la SNCB d'essayer de se redynamiser parce qu'on sait qu'elle est assez peu utilisée en réalité par les Bruxellois. Un moyen de transport en redynamisation, un peu comme les vélos que vous voyez là-bas derrière. Il y en a un ou deux, pas plus sur la station ici à la gare d'Etterbeek. Mais les vélos, on en est où? Ça fait une quinzaine d'années que ça a été lancé. C'était à la mode au début, ça l'était nettement moins et ça l'est nettement moins aujourd'hui. Comment ça se fait que les vélos sont un petit échec pour la région bruxelloise et quelles sont les perspectives à l'avenir? On en parle juste après ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le tram. Bienvenue avec nous pour parler de mobilité comme chaque semaine. Alors comment valoriser le train à Bruxelles? Comment faire pour faire en sorte que plus de Bruxellois l'utilisent? J'ai posé la question tout à l'heure à ChatGPT et l'une de ses premières réponses c'était de dire qu'il fallait moderniser les infrastructures. Vincent Bayer, bonsoir, vous êtes porte-parole de la SNCB. C'était le calcul en modernisant la gare d'Etterbeek? Ah ben c'est sûr, la gare d'Etterbeek est un bel exemple de la modernisation progressive des gares de la SNCB. Ici, avec un cas spécifique d'un bâtiment de gare qui est séculaire, puisqu'il date de 1880, il est magnifique, il n'est pas visible. Le but, c'est de le revaloriser, mais surtout de changer l'infrastructure existante et de refondre complètement le site de la gare pour correspondre aux besoins d'aujourd'hui, qui sont l'utilisation de la combinaison entre le vélo et le train. Donc, on va installer des parkings vélos. Aussi, la connectivité entre deux quartiers estudiantins très importants, le campus de la Plaine qui va être relié par une passerelle au-dessus des quais pour le relier à l'avenue de la Couronne et donc toute l'activité bouillonnante du quartier, du cimetière d'Ixelles avec tous les restaurants, etc. Donc c'est aussi intéressant pour la vie de quartier et un bâtiment de gare aussi qui sera interconnecté aux autres modes de transport. Le permis d'urbanisme a été octroyé, c'est ça? Les travaux devraient commencer quand? Le permis d'urbanisme vient d'être octroyé. On est en train de finaliser l'ensemble des plans et de discuter avec les différentes parties prenantes puisque c'est un chantier très important qui concerne la SNCB mais aussi Infrabel qui va entre autres s'occuper de l'installation de la passerelle et cofinancé également par Belliris, et donc les travaux vont commencer en 2026 et on compte à ce qu'on puisse inaugurer cette nouvelle gare début 2030. Le côté vintage en quelque sorte de la gare existante et puis cette bulle de verre, on pourrait dire, c'est ça un petit peu le côté esthétique, ces deux époques? Alors au niveau esthétique, le but est de rendre cette gare beaucoup plus visible qu'elle ne l'est maintenant et aussi très ouverte sur l'extérieur. Donc ce seront des grandes vitres et c'est une gare qui respire, où il y aura beaucoup de lumière et qui va accueillir entre autres des automates de vente bien évidemment, un espace guichet, un espace d'attente et des sanitaires également. C'est un peu ça la gare du futur? La gare du futur, c'est surtout une gare interconnectée aux autres modes de transport et accessible à tous. Et donc, nous allons installer des ascenseurs, 3 ascenseurs, 2 ascenseurs au niveau de la passerelle, un ascenseur au niveau du bâtiment de gare, pour permettre à tous, y compris les personnes à mobilité réduite, d'accéder au train en toute autonomie. Cette connexion entre des quartiers aussi qui est un petit peu symbolique. Elle est importante parce qu'elle va relier le campus de la Plaine, donc le quartier de la Plaine, qui est un quartier estudiantin fréquenté par les étudiants de la VUB et de l'ULB, au quartier de l'avenue de la Couronne. Et donc, effectivement, ça va faire partie du paysage urbain de ce quartier-là, de façon totalement interconnectée. La gare du futur, est-ce qu'il y a encore des guichets? Il y a des gens derrière des guichets qui reçoivent ou alors c'est uniquement des automates? Alors bien sûr, les comportements évoluent, mais les guichets perdurent toujours. Donc on a adapté les horaires de l'ensemble des guichets de nos gares il y a à peu près 1 an. C'est une adaptation qui se fait en fonction de la réalité de la fréquentation des guichets. Et nous, ce qu'on veut, c'est proposer tous les moyens d'achat au bon moment, là où les gens en ont vraiment besoin. Et donc on surveille de très près cette fréquentation. La fréquentation à Bruxelles, comment ça se fait que le train, c'est si peu un réflexe pour les Bruxellois qui se déplacent? Quand on pense transport en commun, on pense directement à la STIB, pourquoi pas à la SNCB? C'est vrai que c'est un réflexe qui manque
manque encore, on ne pense pas encore assez au train. Pourtant, c'est 35 gares, donc c'est pas rien. 35 gares, c'est énorme. 35 gares sur l'ensemble du territoire bruxellois. Ce sont aussi 700 trains S par jour, donc les trains suburbains. Donc c'est une offre ferroviaire intra-bruxelloise qu'on développe depuis 2015, qu'on développe d'année en année. Et rien que l'année passée, ça correspondait quand même à pas mal de voyages, parce que vous dites que c'est pas assez fréquenté. Mais je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où c'était quand même plus de 60 millions de voyages en train rien que dans Bruxelles l'année passée, soit une augmentation de presque 10% par rapport à l'année précédente. Mais c'est pas encore assez connu et effectivement, il faut en parler. C'est très pratique de prendre le train dans Bruxelles. Les fréquences sont-elles suffisantes? Parce que c'est ça aussi la question du train. Quand on prend un métro, par exemple, on sait que si on en loupe un, 5 minutes après, on a un autre métro. Mais rien que l'offre S, donc les trains suburbains qui circulent dans Bruxelles et en périphérie, c'est une cadence de 4 trains par gare bruxelloise, en tout cas pour 50% des gares bruxelloises. Donc c'est quand même une cadence importante et on a aussi la chance d'être dans une ville avec un très bon réseau STIB, pour ne pas la citer. Et c'est vrai qu'il est vraiment très très pratique de voyager en transport en commun dans Bruxelles en tenant compte de tous les moyens de transport disponibles. Autre question, la tarification, on en est où? Parce qu'on sait qu'on a notre carte mobile dans la poche, mais après, est-ce qu'on peut rentrer avec un ticket mobile? Est-ce qu'on peut aussi prendre le train? C'est ça la tarification, l'intégration tarifaire, pardon. Il n'a jamais été aussi facile depuis ces dernières années de prendre les transports en commun avec un seul titre de transport. Ça s'appelle simplement Brupass. Et donc c'est un ticket que vous téléchargez soit sur votre carte mobile, soit via l'app ou le site web de la SNCB, de la STIB, et qui vous permet de voyager avec un seul titre de transport partout dans Bruxelles, indifféremment en train, en tram, en bus et en métro. Quand on parle de la SNCB, on pense vraiment à ces questions de fréquence, on en parlait tout à l'heure. Comment améliorer? On en est où justement par rapport à ces fréquences? Mais la fréquence, elle augmente d'année en année, donc ce sont des plans de transport qui évoluent et on injecte progressivement plus de trains sur le réseau, mais c'est un peu un travail d'orfèvre parce qu'il faut tenir compte aussi, en tout cas sur le rail belge, des autres opérateurs, puisqu'il n'y a pas que la SNCB, vous avez des opérateurs internationaux, vous avez du transport de marchandises aussi, donc on doit composer avec tout ça, mais le plan de transport, il évolue et on connaît la demande, on sait où vont les nafteurs qui vont travailler, qui vont à l'école ou simplement pour le loisir, et on se rend compte que le train est de plus en plus utilisé pour ça et on s'y adapte. 35 gares, c'est pas systématiquement des gares comme celle d'Etterbeek, hein. Parfois c'est uniquement un quai. Oui, alors ça peut être des gares avec un bâtiment de gare ou aussi ce qu'on appelle des points d'arrêt, comme par exemple Boendal à Ixelles, où là vous avez des travaux en cours pour la rendre totalement accessible aux personnes à mobilité réduite avec des rampes d'accès spéciales, comme à Uccle-Calvoet. Ça, c'est un chantier énorme qui est réalisé aussi par Infrabel avec un gros travail de leur part pour remplacer le pont et faire de cette surface une surface totalement intermodale où l'intermodalité des gares va à terme prendre tout son sens. La moitié des gares bruxelloises sont en travaux? À peu près, oui, en fait, la moitié des gares bruxelloises sont en travaux. Ce sont 15 gares sur les 35 qui sont soit en travaux pour l'instant, soit qui sont en passe de l'être. Merci Vincent Bayer. Ça, c'est pour le train, un moyen de transport bien connu mais assez peu utilisé pour les Bruxellois. On va parler d'un autre moyen de transport qui est assez peu utilisé, qui est en recherche de redynamisation, le vélo. C'est un service de vélo partagé qui est là avant les vélos partagés qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien, les fameux vélos. Alors Christophe de Vogel, bonsoir. Vous travaillez comme responsable des services vélo au niveau de Bruxelles Mobilité. Ça existe depuis quand en fait Vélo? Vélo, ça existe depuis 2009 à Bruxelles, en région bruxelloise. Avant, il y avait un premier système qui s'appelait CycloCity, qui datait de 2005, mais qui était très limité. Et alors comment on a mis en place Vélo? Dans quel objectif? Donc l'objectif annoncé, c'est de vouloir faire un transfert modal vers le vélo, mais il faut être un petit peu réaliste. L'idée était surtout d'avoir comme Paris et Lyon qui avaient un vélo en libre service depuis quelques années qui fonctionnait très bien, et Bruxelles voulait arriver au même point que ces villes-là et donc avoir également son service de vélo partagé. Au début c'était à la mode d'utiliser Vélo, ça a été un succès immédiat? Ça a été un succès assez raisonnable, donc ça a bien commencé. Donc l'indicateur qu'on utilise, c'est vraiment le nombre de fois qu'un vélo tourne par jour. Et donc entre 2009 et 2012, on est monté progressivement à presque 2. Et après, en 2012, en fait, on a une deuxième phase de développement. Donc la première était à l'intérieur de la moyenne ceinture, donc la première couronne de Bruxelles. Et une fois qu'on est passé au-delà et qu'on a été dans les communes plus périphériques, il y a eu plus de stations, plus de vélos, mais aussi une densité moindre. Et donc les usages par vélo ont diminué, même si au niveau global des usages, on a augmenté. Mais les usages ont diminué. On était à
environ 1,5 à ce moment-là. Et puis après, on sait qu'en 2017 sont arrivés les vélos en free floating. D'abord pas électrique et puis électrique avec les jumps et puis il y a eu les trottinettes et donc ça a fait quand même un sacré coup de concurrence pour vélo et donc maintenant on a fortement diminué. Le calcul à l'origine ça a été de le lancer avec un publicitaire JC Decaux pour pas le citer. Est-ce que c'était une bonne idée ça avec le recul? Avec le recul déjà on voit que ça ne se fait plus donc tout le monde a commencé comme ça et puis quand les villes ont dû recommencer à faire un autre système, ils sont passés à autre chose parce que la concession de services publics avec un financement publicitaire finalement donne relativement peu d'indicateurs de performance à l'opérateur. Lui, son métier, c'est aussi de faire de la pub et de vendre des espaces publicitaires et pas forcément de faire tourner des vélos. Et donc il y a peu d'incitants pour lui. Sur le papier, on se disait que c'était gratuit et que ça n'allait pas coûter d'argent à la région, mais finalement, en fait, c'est pas tout à fait le cas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on a des panneaux publicitaires dans la ville, il y a souvent une rétribution à la ville qui est de l'argent, ce non rétribuant. Et là, Vilo, on ne reçoit rien du tout comme argent, on reçoit un service. Et donc finalement, on a oublié de compter l'argent qu'on aurait pu gagner avec ces panneaux publicitaires. Les vélos, on a une image d'eux comme lourds, assez souvent défectueux. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? C'est-à-dire que Bruxelles est une ville qui n'est pas plate et effectivement on a pris le même modèle que Lyon et Paris qui sont beaucoup plus plats et donc JC Decaux avait montré son expérience dans ces villes-là. Ils ont obtenu le contrat chez nous, mais maintenant c'est vrai que par rapport aux vélos électriques ils ont du mal à concurrencer ces vélos. L'échec des vélos électriques, ça s'explique comment qu'est-ce qui s'est passé dans cette fameuse saga? Alors le vélo électrique de Decaux, donc c'est avec une petite batterie qui s'installe et qu'on doit prendre avec soi. Il faut savoir qu'en fait on ne pouvait pas changer complètement le contrat tel qu'il existait et donc c'est un peu un bricolage pour ne pas changer la nature du contrat et donc ne pas avoir de procès finalement. Et donc c'est une solution un peu hybride qui a été proposée par JC Decaux, qui a été proposée aussi à Lyon et à Dublin et qui ne marche pas non plus à Lyon et à Dublin. En plus à Bruxelles on a eu la malchance de commencer juste avant le Covid, qui a fait descendre tous les usages partout. Et ensuite, on a eu ce problème des batteries qui ont donc pris feu. Il y a 3 batteries, je pense, à Lyon qui ont pris feu lors de la recharge. Et JC Decaux, heureusement, a décidé de retirer toutes les batteries et de remettre des nouvelles batteries, mais seulement 10 mois après. Donc on a perdu aussi pas mal de temps par rapport à ça. Ces dernières années, depuis 2019, il y a la concurrence du free floating. On prend un moyen de transport, on le dépose devant chez soi où on a envie. Est-ce que ça a fait une concurrence déloyale en quelque sorte à des vélos comme Vilo? On sait qu'il faut un service assez dense pour pouvoir développer justement ce service de vélo. Je ne dirais pas que c'est un système déloyal, c'est juste que comme on a fait une grande concession de 15 ans qui en plus a été prolongée à 17 ans, on s'est retrouvé avec un système qui ne peut pas évoluer. Mais je pense que maintenant, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire après. Donc il faut savoir que ça arrive à échéance en septembre 2026 et donc Exactement. on vient de faire toute une étude pour voir ce qui se faisait à l'étranger et aussi pour questionner est-ce qu'on a vraiment encore besoin d'un système public, oui ou non, et est-ce que peut-être on ne ferait pas mieux de faire un système de location en longue durée comme Paris a le projet Véligo. Et donc on s'est un peu posé beaucoup de questions pour arriver à une proposition qui est maintenant sur la table du gouvernement dont on peut parler éventuellement plus tard. Oui, justement, c'est quoi cette proposition sur la table du gouvernement? Ouais, donc la proposition, la première chose, c'est de ne pas refaire de la publicité. Donc si la région veut faire un contrat publicitaire, qu'elle le fasse sur le côté, qu'on fasse un vrai appel d'offres avec un marché public où la région va payer un opérateur et que donc on pourra avoir des indicateurs de performance, on pourra éventuellement donner des incitants financiers pour que les vélos roulent plus, etc. Et l'idée, c'est aussi de demander à la STIB de rentrer dans le projet. Pour qu'on puisse avoir plus de correspondance, pour qu'on puisse avoir éventuellement une intégration tarifaire, une intégration de l'offre, etc. Donc on demande à la STIB de prendre en charge finalement ce nouveau système de vélo pour que ça devienne un peu le 4e mode du transport public avec le métro, le tram, le bus et donc maintenant le vélo. À voir si le gouvernement va aller dans cette direction-là. Et ce qu'on a surtout aussi dit, c'est si on fait un nouveau projet, il faut le faire à fond ou pas le faire du tout. Si c'est pour faire un projet qui fonctionne, qui vivote un peu comme Vilo, autant laisser les opérateurs de free floating faire leur business, éventuellement les aider, éventuellement rentrer un petit peu dans la réglementation. Mais si on le fait, il faut le faire à fond ou pas le faire.
Et si on ne fait pas, on fait surtout de la location longue durée. Faut-il attendre 2026, c'est la fin de la concession, ou alors on peut y aller directement? Eh ben, il ne faut pas attendre du tout parce qu'en fait, ce genre de procédures sont très très longues. On avait estimé qu'il nous fallait environ 2 ans pour être prêt avec un nouveau projet. Je rappelle que ça arrive à échéance en septembre 2026, donc on est déjà trop tard en fait. Eh bien, on suivra ça dans les prochaines semaines avec le nouveau gouvernement bruxellois qu'on attend toujours. Je vous remercie, Christophe, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée.